Bonjour, pour cette quatrième et dernière émission consacrée à la climatologie, nous retrouvons Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheur au CEA, dont je n'ai pas eu le temps de dire lors des précédentes émissions qu'elle était l'auteur de 2 livres. L'un qui s'appelle Les expéditions polaires, paru aux éditions Le Pommier, c'est un livre pour enfants. Et puis un autre qui s'appelle Le climat de nos ancêtres à vos enfants, paru chez le même éditeur récemment. Et nous allons aujourd'hui parler des relations qui se sont établis entre les scientifiques et les hommes politiques autour de cette question du réchauffement, puisque comme vous l'avez rappelé la dernière fois, le GIEC est né il y a quelques années, il y a quelques décennies même, d'une interpellation par les scientifiques qui ont dit aux hommes politiques qu'il se passe des choses avec le climat, et le GIEC a été créé pour que des experts se rassemblent, travaillent de façon très étroite pour définir exactement ce qui était en train de se passer en matière de climat. Oui. Alors vous-même, vous avez été une des rédactrices du dernier rapport du GIEC. Comment est-ce que vous voyez ces relations? Est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience s'est faite et qu'il reste à agir? Ou est-ce qu'il y a encore un travail de conviction à opérer? Je pense qu'il y a un travail qui est important à faire pour nous, comme scientifiques, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des décideurs politiques qui s'approprient ces enjeux du climat, mais qu'il y ait aussi les citoyens. Je pense que c'est fondamental, en fait, parce que les problèmes sont tellement complexes qu'on ne peut pas les résoudre avec un texte de loi ou quelques textes de loi. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut pouvoir s'adapter à un climat qui va changer. Peut-être en quelques mots, 40 cm de niveau des mers en plus, c'est 200 millions de personnes qui vont devoir bouger. Donc on voit bien que ça dépasse même le champ d'action de l'échelle nationale. On a vraiment un problème qui va être vite un problème géopolitique mondial, si on ne fait rien. Et puis donc s'adapter, c'est-à-dire quand on a des décisions à prendre, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la collectivité, de l'entreprise, prendre en compte le fait que le climat dans 30 ans ne sera pas le même que celui des 30 dernières années. C'est une rupture. Quand on gère des crues aujourd'hui, on dimensionne les crues du siècle par rapport aux inondations du dernier siècle. Là, il faut revoir ça à la hausse. Donc ça, c'est un premier point. Et il faut que ça diffuse dans l'ensemble de la société pour que tout le monde, citoyen ou décideur, puisse l'inclure. Donc on a un devoir finalement de transmettre nos connaissances. Et nos connaissances évoluent vite. Parce que le climat change vite et parce qu'il y a des progrès dans les outils de modélisation du climat. Mais elles n'évoluent pas au point que vous vous contredisiez. Non, non, tout à fait. Justement, la grosse différence, c'est que sur les derniers 30 ans, on peut tester les projections, les premières projections qui avaient été faites dans les années 80, et on voit qu'on est sur la trajectoire la plus haute. C'est-à-dire la plus pessimiste. C'est-à-dire ce qu'on présentait il y a 10 ans comme alarmiste, c'est la réalité. On peut le dire comme ça. Et la situation continue à évoluer dans ce sens-là. Donc on n'a pas de bonne surprise. Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de théorie alternative, il n'y a rien qui peut suggérer d'autres explications sur l'évolution du climat. On aimerait bien, mais ça n'est pas le cas. Parce que finalement, il n'y a pas pour vous une sorte de double écueil qui est que si vous êtes alarmiste, on va vous taxer de catastrophisme et le catastrophisme, ça aboutit à l'inaction, on ne peut rien faire. Et puis si au contraire, vous essayez d'être prudent, eh bien, on va considérer que le problème est à notre mesure et qu'on pourra s'y adapter sans bouleverser nos modes de vie. Parce que c'est quand même ça la question des modes de vie. En fait, on est obligé de faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte, d'une part, parce que le climat inéluctablement va changer, et d'autre part, je ressens, pas uniquement comme scientifique, mais aussi comme mère de famille, le devoir moral d'essayer de faire en sorte que, à l'échelle mondiale, on prenne l'ampleur de ce problème-là, pour montrer qu'on n'est pas passif et qu'on va déployer un maximum d'efforts pour atténuer, c'est-à-dire limiter les rejets de gaz à effet de serre, atténuer l'ampleur du risque climatique futur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas aujourd'hui. Il y a les rapports du GIEC, il y a un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation, d'informations qui sont disponibles pour tous. Les politiques sont de mieux en mieux informés, c'est frappant. Il y a la prise en compte des enjeux du développement durable et du risque climatique parmi d'autres, en fait, dans la mise en œuvre de politiques publiques, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle nationale ou à l'échelle des collectivités territoriales. Donc on a une prise de conscience, c'est sidérant. C'est une véritable lame de fond. Je pense que depuis quelques années, tout un chacun est convaincu de la nécessité d'agir. Et là, s'arrête la fonction finalement du scientifique du climat. Ensuite, le problème devient un problème politique, c'est-à-dire concilier une économie efficace, une certaine forme de justice sociale
et un maximum de décisions qui limitent le poids qu'on peut avoir sur l'environnement. Et je pense qu'il est très sain que ce ne soit pas des climatologues qui prennent ces décisions-là, mais que ce soit d'autres communautés qui s'approprient ce défi, parce que c'est vraiment un défi formidable, pour lequel il va falloir des investissements, des sauts technologiques sur l'efficacité énergétique, sur l'utilisation au maximum d'énergie renouvelable en particulier, et puis plus généralement pour réfléchir à un mode de vie plus vertueux en termes d'environnement. Est-ce que c'est pas là la grosse difficulté? Moi, je suis observateur de tout ça, même si, évidemment, j'ai entendu les discours des climatologues, mais j'ai l'impression que nous développons collectivement, en tout cas, des mécanismes par lesquels nous arrivons à ne pas croire ce que nous savons. Je dirais même qu'il y a une forme de schizophrénie. C'est-à-dire, on sait très bien ce qu'il ne faudrait pas faire, mais on le fait quand même parce que... Parce qu'on y prend plaisir et on a peur qu'on ne puisse plus le faire plus tard. Tout à fait. Et puis en même temps, il faut quand même bien voir que c'est l'image de la réussite sociale qu'il faut changer. Qu'est-ce que c'est l'image de la réussite sociale? C'est des voyages, une grande maison, chauffée, rafraîchie, une piscine, j'exagère un petit peu, mais un parasol chauffant en hiver pour rester longtemps sur une terrasse. Tout ce qu'on nous présente comme des progrès en termes de bien-être, finalement, sont des catastrophes en termes d'environnement. Et donc, il faut inventer une forme de sagesse, je pense, qui concilie un bien-être individuel qui n'est pas que matériel avec la satisfaction d'agir, de ne pas être passif, mais d'agir pour laisser un environnement acceptable, un climat acceptable aux générations d'aujourd'hui. Je ne parle même pas de générations futures, c'est-à-dire je parle de nos enfants directement. Alors comment faire pour que cette mutation, cette inversion de ce qu'on appelle la réussite sociale, ne soit pas perçue comme un regret, au sens de progrès à l'envers? C'était une régression finalement. Je n'ai pas forcément la réponse moi-même, mais je pense qu'il faut deux clés. Il faut que les gens trouvent un sens collectif à ce défi-là, parmi d'autres. Il faut d'abord donner du sens, c'est-à-dire que ça s'intègre dans une action politique concertée au niveau international, par exemple européen, national, et où on explique clairement le pacte social avec des efforts individuels et des efforts collectifs. Je pense que cette étape-là, elle est indispensable. Donc il faut que ce soit intégré dans des projets politiques et ensuite qu'il y ait une négociation sociale pour que le coût de cette action-là, entre guillemets, soit justement réparti. Et on voit bien aujourd'hui la difficulté d'arriver à du concret. Il y a une demande importante des gens d'avoir de l'information techniquement juste pour pouvoir à leur échelle faire les bons choix. Donc c'est une demande des gouvernements en termes de sciences du climat, mais c'est également une demande à l'échelle des citoyens qu'on leur fournisse des clés pour qu'eux-mêmes puissent agir. Et je pense que ce terme-là est important. D'une certaine manière, on s'est comportés tous comme des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. C'est-à-dire qu'on s'est approprié les ressources de l'environnement pour atteindre un certain niveau de vie, un certain bien-être. Et je pense que la révolution, c'est qu'on doit se comporter non plus comme des chasseurs-cueilleurs nomades, mais comme des jardiniers sédentaires. C'est-à-dire qu'on a touché les limites de la planète, puisque nous sommes responsables de l'évolution de la composition de l'atmosphère. Donc vraiment, on a touché les limites de cette planète, et maintenant il faut la gérer. Et quand on est jardinier, on sait très bien qu'on doit recycler une partie des déchets, faire du compost, etc. C'est-à-dire un peu tourner en circuit fermé, et non pas avec l'illusion de ressources infinies. Et je pense que ça, il faut réussir à le décliner très concrètement sur la manière dont on se transporte, sur la manière dont on se chauffe, sur la manière dont on produit les biens de consommation et sur la manière dont on produit et on transporte la nourriture qu'on consomme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre difficulté, est-ce qu'il n'y a pas une autre difficulté qui vient du fait que, comme vous l'avez rappelé lors d'une précédente émission, les constantes de temps sont très longues, c'est-à-dire que toute modification qui commencerait maintenant de nos modes de vie, même à grande échelle, n'aurait pas d'effet sur les 20 ou 30 prochaines années en matière de climat, parce qu'on est finalement dans une sorte de régime balistique. Et donc il faut avoir une sorte de conscience qui va très loin dans le futur pour accepter ce qui ressemble à des sacrifices dont les bénéfices ne seront pas visibles à échéance d'une génération. C'est exactement ça. Alors comment on fait? Notamment, comment on fait vis-à-vis d'hommes politiques qui ont des mandats à court terme et qui perdraient beaucoup de popularité s'ils s'engageaient à réclamer des sacrifices dont les effets positifs ne seront pas visibles par ceux qui les accepteront? Je pense que dans beaucoup de démocraties, les gens sont très respectueux de certaines formes de courage en politique.
Vous avez des exemples? Oui. L'avortement, la peine de mort, les limites de vitesse sur les routes, c'est des choses qui étaient très impopulaires et finalement, je pense, qui ont contribué à faire évoluer notre société. Dans un sens, disons, humaniste ou en évitant certains gâchis. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Moi, je pense qu'il faut qu'on ait des hommes politiques courageux qui passent au-delà des lobbies. On le voit en ce moment au Parlement. Par rapport au texte de loi sur le Grenelle de l'environnement, on a eu une phase de cogitation sensationnelle. On a des acteurs type patronat, syndicats, collectivités, citoyens qui se sont mis d'accord sur une feuille de route. Et là, ça bloque parce qu'on a une forme d'inertie d'un certain nombre de lobbies, aussi bien pour l'industrie, l'agriculture, etc., qui sont extrêmement actifs au niveau du Parlement. Il faut arriver à dépasser ça. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on n'arrive pas à penser en même temps le problème écologique lié au réchauffement climatique et le problème social? Et économique. Et économique. Tout à fait. Ça va Tout de à pair. fait. C'est-à-dire que, à mon avis, on ne peut pas simplement faire quelques textes de loi, quoi qu'ils soient, ou donner quelques directives européennes et arriver à être suffisamment efficace pour un enjeu tel que ce changement climatique-là. Il faut inventer un projet politique. Et pour ça, on n'a pas besoin que des climatologues, des physiciens ou d'autres. On a vraiment besoin des penseurs en philosophie, en sciences politiques, en sciences de l'homme, pour un nouveau projet de société. Et tant qu'on n'aura pas réussi à concevoir quel peut être ce nouveau projet de société, on mettra des emplâtres sur des jambes de bois. Alors, c'est ma dernière question, parce que l'émission va se terminer, mais personnellement, est-ce que les travaux que vous avez faits en climatologie, ou ceux que font vos collègues, vous ont conduit à modifier votre mode de vie? Oui, nettement. Par exemple? En fait, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan carbone personnel, c'est-à-dire que j'ai essayé de calculer sur une année combien ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle pèsent en termes de rejet de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement. J'ai aussi regardé très attentivement l'utilisation de l'eau, vraiment à mon échelle, ce que je peux faire moi. Et très nettement, on a réussi à maîtriser une partie des rejets de gaz à effet de serre. Dans mon cadre professionnel, j'ai la nécessité de déplacement. Ça, je ne le maîtrise pas. Moi, j'ai trouvé une autre solution pour mon bilan carbone. Je me suis fait retirer mon permis de conduire pour 6 mois. Merci à vous, Valérie Masson-Delmotte. Ça a été un plaisir de discuter avec vous du climat et des problèmes qu'il induit.